L'épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco, disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec deux grands hommes. À ma gauche, monsieur Freddy. Comment vas-tu? Très bien, merci Bouba, et toi? Ça va, tu vas bien? Ouais, impeccable. À ma droite, monsieur Zach. Ça va? Ça va, je te remercie. Et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que chacun, vous pouvez me rappeler un peu vos ouvrages, ce que vous avez produit en termes d'écriture? Alors moi, j'ai écrit Itinéraire bis, c'est l'histoire de jeunes de quartiers populaires qui gravitent dans la délinquance très rapidement et dont l'issue est pour certains fatale et voilà, en quelques mots. Et toi, monsieur Zach? Moi, je suis un des co-auteurs du livre Quartier de combat. Mhm. C'est un essai sociologique qui parle beaucoup des quartiers populaires, en l'occurrence le 19e arrondissement. Ok. Depuis 1926 existe le prix littéraire Théophraste Renaudot, appelé prix Renaudot, créé par 10 journalistes et critiques littéraires attendant les résultats de la délibération du jury du prix Goncourt. Depuis 1904 existe le prix littéraire Femina, créé par 22 collaboratrices du magazine La Vie Heureuse, afin de constituer une contre-proposition au prix Goncourt, jugé misogyne en raison notamment de son attribution cette année-là à Léon Frappier, aux dépens de la favorite Myriam Hari. Et enfin, depuis 1892 existe ce fameux prix littéraire Goncourt, récompensant des auteurs d'expression française, créé par testament par Edmond de Goncourt. La société littéraire de Goncourt, dite Académie Goncourt, est officiellement fondée en 1902 et le premier prix Goncourt proclamé le 21 décembre 1903. Il y a le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina, pour ne citer que. À quand le prix Goncourt, le prix littéraire, enfin le prix des littératures urbaines? C'est la question que je pose aujourd'hui. Il est prévu le 20 avril 2024 à la Gaîté Lyrique. Ce sera la première édition. Et je suis à l'initiative avec Zacharia de l'idée du prix et du festival. Donc voilà, c'est un premier essai. Et à travers ce prix des littératures urbaines, on a voulu mettre à l'honneur tous les gens qui racontent la ville. Et que ce soit des quartiers populaires ou des quartiers UP, pour nous, du moment que ça parle les histoires sont racontées dans le paysage urbain, c'est de la littérature urbaine, donc on a pensé qu'il fallait primer ce genre d'ouvrage. Zach, pourquoi avoir attendu tant de temps pour créer ce festival des littératures urbaines? La flemme, le manque de temps, ou les gens des quartiers sont-ils incapables? Attendre tout ce temps-là, je pense pas. Après, il fallait, je pense, trouver l'idée et s'investir dessus. Du coup, vous avez créé une entité commune, c'est-à-dire, comme on peut le voir sur votre Instagram, c'est ça. Il y a une espèce de fusion, comme dans Dragon Ball Z, la fusion. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu cette fusion et d'où le nom il me semble que le nom du festival, c'est Quartier Bis. Non, ça c'est le nom de l'association qu'on a créée pour justement pouvoir recevoir ce festival parce qu'il fallait un caractère légal pour pouvoir créer un événement. Donc on a fait fusionner nos deux ouvrages. Moi, c'est Itinéraire bis et Zach, c'est Quartier combat. Donc en mêlant les deux genres, on a créé Quartier bis de la littérature. Et donc c'est là que... En même temps, c'était pour faire une référence au quartier latin dans le 6e arrondissement. Non, c'est pas le 6e, ce quartier latin. C'est 6e. Oui, il me semble que c'est 6e. C'est ça. Il me semble. Oui. On va se renseigner. Je pense que c'est le 5e arrondissement. 5e oui, je pense que c'est le 5e arrondissement. À travers ce festival,
qu'est-ce que vous voulez dévoiler? Que voulez-vous démontrer? Que voulez-vous prouver? Que la street lit et écrit aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah, c'est plus que montrer que la street lit ou écrit, c'est que la littérature, elle est partout en fait. Mhm. Elle n'appartient pas à une caste bien précise, elle appartient à tous les gens qui ont des histoires à raconter. Et je pense que étant humain et existant, on a tous une histoire. De là où on se trouve, on peut la raconter et, avec notre vision et avec notre lecture de la société qui nous entoure. Et avoir voulu créer le premier prix des littératures urbaines, c'était surtout pour déjà délimiter l'espace, parce qu'il y a aussi de la littérature rurale qui se passe à la campagne certainement. Et donc nous, on a plus une maîtrise sur ce qui se passe dans la ville. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas raconter, mettre en avant et primer les histoires qui se passent dans les villes, pour la simple et bonne raison que sur le temps, on voit que les paysages se modifient. Hier, moi, je suis issu de la ville de Bonneuil. Le quartier, la cité Fleming, c'était la référence dans Bonneuil. Et aujourd'hui, vous demandez aux gens de 2024, est-ce que vous avez connu Fleming? Ils n'ont pas connu le grand immeuble qui dominait quasiment la ville. Et le paysage a été modifié. Mais avec mon livre, j'ai réussi à, on va dire, rendre pérenne l'existence de cette ville et de ce quartier de la ville. Et je pense que les générations futures, quand ils voudront connaître les Bonneuil des années 80 à 2000, eh ben, je souhaite être le livre de référence qui pourra donner une image que les jeunes des nouvelles générations n'ont pas connue. En off, lorsqu'on discutait par rapport à ce thème, et par rapport même à votre démarche, lorsque nous discutions, tu me disais que, tu me faisais comprendre que ce festival et ce prix n'a pas pour vocation de promouvoir l'écriture de la street, mais que tu faisais une distinction entre écrire en mode street, avec des mots de la street, et écrire avec un français académique pour décrire la street, son environnement, la société, etc. Enfin, c'est ce que j'ai compris de notre discussion, en tout cas. Tu vois. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Sur ce thème-là, écrire la street avec un style particulier et non académique, en fait, c'est la liberté à chacun de s'exprimer avec ses mots. Et c'est, on n'y voit pas de, comment ça s'appelle, d'interdiction à s'exprimer comme les choses nous viennent. Il faut aussi que l'écriture soit désacralisée, parce que beaucoup de gens ont des histoires à raconter et ils estiment peut-être pas avoir le talent assez suffisant pour pouvoir présenter l'expression de leurs pensées. Or que pas du tout. Moi, personnellement, j'ai pas fait lettres, et je suis tombé dans l'écriture vraiment par accident. Et des retours qu'on m'en fait, je suis suffisamment satisfait pour l'auteur que je suis et non pas l'écrivain, parce que l'écrivain, c'est un métier. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir écrit une histoire. Et voilà, quoi. Je me suis lancé dans le grand bain et les retours sont ce qu'ils sont. Et pour ma part, j'en suis assez satisfait pour un premier jet. Donc, Zach, tu es d'accord avec Freddy? Je rejoins Freddy sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas aussi écrivain. On a raconté une histoire. Après, voilà, aussi, on veut casser ces codes-là de littérature où il faut être un mec de lettres, avoir une plume. Voilà, tout le monde a une histoire à raconter. Il suffit juste de la mettre sur le papier. Tous les styles d'écriture sont les bienvenus. Sont les bienvenus. Bien sûr, sont les bienvenus. On sait que certains issus des quartiers ressentent une certaine honte vis-à-vis de la culture de la rue, tu vois. C'est-à-dire, et moi la question que je voudrais vous poser par rapport à ces gens-là, c'est est-ce que c'est pas rejeter une partie de soi que de ne pas inclure dans son écriture des mots, des termes de la street, comme on pourrait dire, alors que par ailleurs cette culture, à travers sa musique, ses langages, son style de vie est devenu numéro 1 dans le monde. Mais c'est une richesse. C'est une richesse. De toute façon, les néologismes, il en existe souvent. Larousse fait rentrer des mots qui hier n'existaient pas dans le dictionnaire. Et ils en ont trouvé une définition avec des linguistes compétents. Donc à partir de là, tout est bon à prendre dès lors que ça reste sensé et compréhensible. Vous voyez, on peut ne pas aimer le style de tel ou tel auteur.
Après, c'est à l'appréciation de soi. Tout le monde ne lit pas les mêmes livres. Il y en Mhm. a qui aiment des livres plus les essais, d'autres aiment les romans parce qu'ils aiment voyager, d'autres aiment la littérature classique. C'est en fait la littérature urbaine, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le terme urbain qu'il faut voir dans Mhm. l'esprit. Il faut avoir dans l'esprit que urbain veut tout simplement dire zone urbanisée où le paysage se construit avec des cités, des tours et non la campagne, comme on le dit aussi simplement. Et moi, je pense que il faut écrire d'où qu'on vienne ou d'où qu'on 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 habite. C'est pas tant l'importance de comment on écrit, c'est qu'est-ce qu'on raconte. Mhm. Et puis après, il y a des gens derrière vous qui pourront vous aider à reformuler. Et on a toujours des soutiens, c'est-à-dire quand vous écrivez une histoire, vous la soumettez à des critiques, pas forcément littéraires, mais des gens qui savent lire et qui peuvent apporter une lecture sur ce que vous avez produit. À partir de Pour, là, vous pouvez retravailler. pour rebondir un peu sur ce que tu dis, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce qu'on devrait, enfin, ne devrait-on pas considérer les quartiers français comme des régions françaises comme les autres, à l'image de la région basque, la région normande, bretonne? Du coup, y développer une écriture, une littérature spécifique en lien avec la culture des quartiers. C'est c'est la question que je vous pose. Je ne sais pas si la question était assez claire. Moi, j'ai la Ouais, référence du dis-moi. fameux quartier d'où Les Misérables. Mhm, Les Misérables, ça a été, voilà, c'est un quartier. À la fin, ça en a fait un livre. mhm. Donc, non, moi, je suis. L'écriture, elle a pas de limite. Elle a pas de limite. Parce qu'on sait que, enfin voilà, il y a eu différentes vagues d'immigration, les Polonais, les Portugais, les Italiens. On va dire que les dernières ont été comment dire, les populations maghrébines, l'Afrique noire. Après, j'allais parler d'immigration, mais en vérité, ils sont français, mais ça, c'est un autre débat. Les Antillais aussi, par le Bumidum, qui sont arrivés ici. Et on sait que malheureusement, après, c'est pas de la victimisation, ce que je vais évoquer, mais les mal vus en France depuis 40 ans sont les mêmes. Et du coup, tout ce qui émane de ces populations-là, qui sont issues des quartiers, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et même reconnu comme étant négatif, tu vois. Et du coup, je sais plus pourquoi j'en viens à vous poser toutes ces questions-là, mais enfin à évoquer tout ça, mais quoi qu'il en soit, euh, est-ce qu'à un moment donné, tout- enfin, cette culture qui est issue des mal vus, est-ce qu'elle ne devrait pas être plus valorisée et plus considérée à sa juste valeur? Notamment par le biais de la littérature, de Oui, sa littérature. oui. De toute façon, chercher la considération des autres, c'est quelque chose qui sera toujours une quête du Graal, quoi. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut, c'est nous prendre conscience de ce patrimoine qu'on peut proposer avec des auteurs qui sont émergents et qui sont de qualité, hein, et les valoriser avec nos petites idées. Vous voyez, on a aujourd'hui pensé à créer le prix des littératures urbaines. On ne sait pas si on pourra, comment ça s'appelle, talonner un Goncourt ou un Femina ou autre, mais demain, on vise à ce que ce prix soit dédié à tous celles et ceux qui ont une plume et qui méritent d'être connus sur la place publique, et on fera en sorte que, oui, leurs écrits ont une valeur, et surtout, c'est pour nous un héritage. Il faut prendre ça comme un patrimoine livresque à livrer à la génération future. Parce que comme je disais, on écrit dans l'urbain, et avec les déformations des paysages ou avec les constructions qui se font au quotidien, on n'a plus le même Bonneuil des années 80, parce que je suis de Bonneuil, et de Bonneuil des années 2000. C'est plus le même. Il est complètement défiguré. C'est des choses qu'il faut marquer euh, dans son temps, et qu'il faut laisser comme patrimoine, en fait. On a connu, quand on lit Les Misérables, hein, pour revenir à Sylva, quand on lit Les Misérables, on s'imprègne de l'époque, on imagine, mais si on vous dit que Les Misérables, c'était à Montfermeil, vous allez à Montfermeil aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que c'était comme ça ici, il fut un temps. Et ben, Et, Victor Hugo, il a su nous faire voyager dans l'époque où ça se passait comme ça avec les Thénardier et toute l'équipe
des Mais tu auteurs. sais que c'est en off, quand on a discuté, c'est toi qui me l'as rappelé que ça se passait à Montfermeil. Et Mmh. moi, tu sais, on a l'image de Montfermeil avec nos gars, avec Les nos gars, là, Bosquets, ouais, bien sûr. avec nos gars, là, tu vois, tout ça, là, tu vois, Les comment dire, Nouveaux Misérables. voilà, les nouveaux misérables, tu vois, et, les réciproques, comment dire, démocrates des. Mm. Nous, c'est ça, les misérables. Mais en fait, non, c'est un fameux lien. Du coup, qu'est-ce que le roman urbain d'après Cartier bis de la littérature? Alors, j'en avais fait la définition, c'est un roman de fiction ou tiré de faits réels qui se passe dans le paysage urbain. Voilà. Et cette définition-là que j'ai pensée, hein, j'ignorais que en fait, le roman urbain avait déjà eu sa définition dans les années 1830. Mhm. Et c'est l'universitaire Christina Horvat, hein, de mémoire, qui avait elle, également défini comment ça s'appelle, le genre urbain littéraire. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est juste de remettre au goût du jour ce qui existait déjà il y a 200 ans et de décider aujourd'hui de primer des auteurs qui nous racontent la ville parce que c'est un patrimoine. Comme je dis depuis le début, c'est le patrimoine qu'il faut regarder, qu'on laisse aux lecteurs et qu'on laisse aux générations futures. Mhm. Je ne l'ai pas évoqué en début d'émission, mais on s'est déjà vu lors d'un plateau. Oui, oui. D'ailleurs, le thème, c'était si tu veux cacher quelque chose à des Noirs ou des Maghrébins, cache-le dans un livre. Vous, après, comment dire, est-ce que ça, avec du recul, parce on a fait une sacrée émission à ce Oui, moment-là, tu vois, je me souviens. avec Oui. différentes personnes qui d'ailleurs figurent dans les candidats qui sont, qui Qui ont été sélectionnés c'est par ça, le jury pour Dans le César prix. Kindé, Mmh. qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Est-ce Ouais. que, voilà, sur quels critères vous avez sélectionné ces candidats? Parce que ce sont des auteurs, déjà, Mhm. dans un premier temps. Et comme je le dis souvent, ils racontent la ville sous leur plume. Et c'était important pour nous de pouvoir les faire exister. Et lui, j'ai souhaité que le jury retienne son livre pour la simple et bonne raison qu'il l'a fait en auto-édition. Et ça me parle, parce que je suis passé par l'auto-édition. Et mon livre, il faut savoir que je l'ai écrit en 2001. Et je l'ai sorti en 2021, mais c'était tombé sous la période du Covid. Attends, tu l'as écrit en 2000. En 2000, oui. C'est un livre que j'ai écrit en 2000. D'accord. Ok. Ouais, 20 ans 2000, plus tard. 20 ans plus tard. Ouais, 20 ans plus tard. Mais pendant ces 20 années, ça a été une traversée du désert Mhm. à rechercher des éditeurs. Et j'ai tout gardé, hein, c'est-à-dire que je peux prouver que voilà, j'ai envoyé mes ouvrages à des maisons d'édition et qui m'ont pour la plupart rendu comment ça s'appelle, des courriers types pour m'indiquer que non, votre livre ne nous intéressait pas, mais parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de lire, et ça peut se comprendre, puisque quelques années après avoir rencontré les deux journalistes qui m'ont fait la préface de mon livre, ils m'ont fait comprendre que rentrer dans ce milieu-là, il faut être recommandé. Chance que j'ai eue, ces deux journalistes ont beaucoup apprécié mon ouvrage, et de là, ils ont pu me recommander à leurs éditeurs. Ça n'a pas été concluant parce que ça rentrait pas dans leur ligne éditoriale de l'année, mais qu'à cela ne tienne, je me suis tenu à être déterminé à aller jusqu'au bout, et le résultat a été que je l'ai sorti en auto-édition. Et pour un premier ouvrage, j'en suis pas mécontent. Et donc, je me dis que des fois, il y a des livres qui sont en auto-édition, qui sont de très bonne facture et dont les éditeurs ne souhaitent pas accorder une intention plus que ça. Et il faut aller vers des auteurs qui écrivent en auto-édition parce qu'il y a des belles découvertes. Et César Quinte en fait partie. D'où cette sélection, parce que je vois il y a des gens assez exposés, là. Oxmo Puccino, Rosa Méziane. Comment vous êtes rentré en contact avec ces gens-là et pourquoi? Pourquoi les avoir sélectionnés même? Rachid Santaki aussi. Parce qu'il parle, il raconte des histoires qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Et donc, comme on est dans une France plurielle, on s'est dit que voilà, il nous faut tous ces visages-là pour essayer de justement composer avec la littérature de demain.
la littérature d'hier, elle se voulait athlétique. Aujourd'hui, on va essayer de mélanger les genres à travers des auteurs qui ont des belles plumes, comme Faiz Agen, qu'on peut voir, ou Rosa Méziane, Oxmo Puccino et Rachid Santaki, et Estelle Sarabul, je pourrais en citer Diati Diallo, Alice Babin. Alice Babin, on pourrait tous les citer, il y en a 16, sinon on pourrait passer toute l'heure à les réciter. Mais on peut les citer. On peut les citer, attendez, il reste... qui c'est qu'on a oublié pour pas faire Kalilou, d'appel Kalilou Diakité, Alexandre Kaufmann, Alexandre Kaufmann, Aurélien Bélanger, voilà, tout. Myriam Badjidi, Oui, Ouais, Majidi, oui, Myriam Majidi. Olivia. Doumatra. El Kaïm, Ouais. voilà. Doumatra. Doumatra, C'est ça. voilà. Estelle Sarabul, on l'a dit. Je l'ai dit, oui. Ok. Et du coup, parce que Freddy a évoqué un peu son périple, c'est-à-dire 2000 à 2021 pour sortir son livre, toi. Est-ce que ça a été le même périple? Non, nous, ça va, grâce à Dieu, ça allait un peu plus vite que Freddy. Parce que tu es avec Abdoulaye. En plus. Abdoulaye Sissoko, on a été accompagné par Pauline Guéna. Mhm. Nous, en fait, voilà, Abdoulaye partait plus sur un reportage. Je lui ai dit, viens, on fait un livre. Du coup, on a tartiné, voilà, 8 mois. Après, on a démarché un peu les maisons d'édition. On est parti chez De Noël. De Noël, ils ont matché. Et de là, ils nous ont mis Pauline Guéna à l'écriture. Et là, voilà, le livre il a vu le jour en mars 2021. Donc, voilà. Du coup, comme je disais au début de l'émission, vous avez fait une fusion par rapport à ce festival. Et enfin, la genèse de cette fusion, c'est comment dire, c'est dû à quelle discussion? Parce que souvent, les idées partent d'une simple discussion. Vous, quel a été le moment, le point culminant, le moment crucial où vous vous êtes dit, eh vas-y, c'est bon, on va créer un festival des littératures urbaines parce qu'il n'y en a pas. Bah, en fait, moi, j'avais l'idée d'un prix. Mhm. Parce que justement, ce qui m'était venu à l'idée, c'est parce qu'un lecteur de mon quartier m'avait dit tu sais pas ce que tu as fait, Freddy, avec ton livre? Et je dis non, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit ben, tu as écrit le premier livre sur la ville de Bonneuil. Je dis ah bon? Il me dit oui, si tu te rends pas compte, regarde bien, tu racontes une histoire où tout le monde se retrouve et tu décris des endroits de la ville que seuls les gens de Bonneuil peuvent connaître. Et ça, hormis les livres qu'on peut avoir dans chaque commune où on vous parle, on vous décrit la ville, ses habitants et ses différents monuments et autres, toi, tu as su représenter les gens de ton quartier, les gens du quartier, les interactions entre les générations, les liens sociaux qui se créent et toutes ces choses-là dans la ville de Bonneuil et ailleurs aussi. Mais voilà, le socle, c'était Bonneuil. Et cette idée n'avait pas été faite avant. Je souhaite qu'elle puisse se poursuivre, que des gens racontent encore des histoires sur la ville de Bonneuil après, après le nouveau visage que Bonneuil a aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et cette idée-là, elle est née comme ça. Pourquoi ne pas primer des gens qui racontent la ville? Donc, bien sûr, je ne me suis pas mis dans la liste des auteurs à primer parce que ça ne se fait pas, mais ça m'a poussé à cette réflexion. Et Zach, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'amis parce que ce n'est pas commun d'avoir des jeunes de quartier qui écrivent. Et on a très vite sympathisé et je lui ai soumis l'idée. Il m'a dit c'est une très bonne idée, mais pourquoi ne pas installer ce prix-là à l'intérieur d'un festival? Je lui ai serré la main, j'ai dit on y va. Et cette idée-là, elle est sortie, elle a germé en 2022, je crois. 2022. Ça fait depuis 2022 qu'on est en réflexion dessus. Et avec les contacts qu'on a eus, des gens qui s'étaient proposés à nous soutenir, malheureusement, ça n'a pas abouti avec eux. Et on a été déterminants là-dessus. On a été jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on a fait cette fusion avec Zacharia. Et c'est nous les porteurs de ce projet, mais on a créé une association avec des personnes qui nous soutiennent et qu'on remercie grandement, comme Toufik, Soad, Sobar, Julie, qui sont derrière nous. C'est des personnes de l'ombre, et pourtant nous sommes les personnes de l'ombre, mais c'est elles qui en sous-main font les choses remarquables et qui nous ont permis
de porter ce projet, en fait. Et à Maëlys aussi. Oui, non, Maïwen. Maïwen, Qu'on remercie grandement parce que d'une efficacité redoutable. Dans l'énoncé du thème, je parlais de... Enfin, je disais, à quand le prix Goncourt des quartiers? Est-ce que vous, lorsque vous avez élaboré ce projet, vous aviez en tête, enfin, comment dire, est-ce que vous avez cette motivation de devenir aussi grand que le prix Goncourt ou le prix Femina ou le prix on le souhaite. Renaudot. En tout cas, c'est une gageure, mais c'est vraiment le souhait et c'est surtout être une référence, en fait. Parce que, voilà, le prix Goncourt, c'est d'un autre siècle. Là, on est au 21e siècle. Il faut du renouveau. On n'empêche pas que le bon cru soit toujours d'actualité, mais comme on dit, il faut du renouveau, il faut des nouveaux visages, il faut des nouveaux auteurs, il faut des nouveaux lecteurs. Et pourquoi pas s'imaginer que les auteurs contemporains que nous avons autour de nous soient les nouveaux livres qui soient étudiés en cours. Parce que c'est ça aussi. On a respectivement des enfants qui connaissent Zola, qui connaissent Victor Hugo, qui connaissent Balzac. Je pense que depuis, il y a eu des auteurs qui ont du mérite et gage à nous de les mettre en lumière. Pour finir, en off, encore une fois, lors de notre appel téléphonique, tu vois, je t'écoutais de manière bien distincte parce que ça m'intéresse, tu vois, parce que j'estime comme beaucoup que la vérité passe par l'écriture et la lecture et que tout se trouve dedans, tu vois. Et du coup, moi, je te disais que moi-même, j'avais pour... notre discussion m'a même motivé, tu vois. C'est-à-dire, moi-même, j'ai pour objectif, à un moment donné, d'écrire un livre sur Grigny. Magnifique. C'est-à-dire décrire le Grigny d'avant, le Grigny d'aujourd'hui. Vas-y. Et tout à l'heure, tu parlais de soutien. Mais j'ai un problème avec le terme qui s'accompagne avec le soutien. Parce que, voilà, j'ai une définition, c'est ce qu'on appelle le prête-plume. Donc la définition du prête-plume, c'est un écrivain fantôme, également appelé familièrement nègre littéraire ou simplement nègre, et l'auteur sous-traitant et anonyme d'un texte signé par une autre personne, souvent célèbre. L'emploi du mot nègre dans cette acception date du milieu du 10, 15, 18e siècle, en référence à l'exploitation des populations noires d'Afrique. L'expression devenue contestée en raison de son origine se fait plus rare et le substitut prête-plume est recommandé par le ministère français de la Culture et de l'Office québécois de la langue française. Et tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, est-ce que la création de ce festival ne contribuera pas quelque part à déconstruire ce genre d'appellation, enfin, en tout cas l'annuler, tu vois, pour le coup faire preuve de ce qu'on appelle la cancel culture. Et vas-y, on annule ça. Les Américains sont passés au ghostwriter. Donc ça, ce terme-là qui est utilisé dans le jargon littéraire, on va dire français, tend à disparaître parce que ça fait toujours écarquiller des yeux quand on dit le mot nègre, parce que justement ça renvoie à des connotations péjoratives et tout ce qu'on en sait historiquement parlant. On ne contribuera pas à faire changer les mentalités, mais en tout cas, on contribuera à amener de la couleur dans le paysage littéraire français qui est tenu par une caste, sans vouloir déranger la bien-pensance. Mais nous aussi, nous avons notre patrimoine et on tente bien le faire connaître. Et le support qui est aujourd'hui mettre en lumière, c'est l'écriture, parce que déjà nos enfants ne lisent plus. Mais contrairement à ce que j'ai pu voir quand j'ai été invité au Salon du livre africain par la maison d'édition Casbah, que je salue d'ailleurs, j'ai vu défiler des familles. Quand je vous dis j'ai vu défiler des familles africaines et européennes qui s'intéressaient aux livres africains, parce que, bon, on veut nous distinguer d'une littérature européenne, mais qu'à cela ne tienne, il y avait énormément de monde pour l'espace qui nous était dédié. Il y avait énormément de monde. Donc, je me dis que là, cette année, c'était la 3e édition du Salon du livre africain. Je lui en souhaite encore beaucoup et longue vie. Et je peux vous dire que
on est des lecteurs qui s'ignorent. Nous sommes des électeurs qui nous ignorons. Et il y a énormément de gens issus des quartiers qui lisent. Et ça, c'est quelque chose, cette image qu'il faut déconstruire dans l'esprit. Parce que nous sommes tous intéressés par la lecture, sauf que c'est pas, nous n'avons pas la chance d'avoir des canaux de diffusion assez conséquents pour pouvoir prouver que nous sommes des lecteurs. Mais croyez-moi, on lit beaucoup dans les quartiers populaires. Et pour preuve, il y a beaucoup de chanteurs. Et ces chanteurs-là qui rappent, ils écrivent. Et donc forcément, pour pouvoir écrire, il faut ensuite lire. Ça tombe sous le sens. Tu réponds à une question que j'allais poser. Est-ce que dans les quartiers, on lit? Est-ce que dans les quartiers, on lit plus qu'avant? Est-ce qu'on n'a jamais lu? Mais bon, tu as répondu à la question. Zach, le mot de la fin. À la fin, on vous attend nombreux et nombreuses le 20 avril à la Gaîté Lyrique. Merci à vous, les frères. Et... C'est nous qui te remercions, Bouba. Vraiment, une très belle émission. Émission importante. Car comme j'aime le dire, ou comme beaucoup le disent, la vérité se trouve ailleurs, notamment dans la lecture. Et c'est réel. Merci à vous. Merci C'est nous qui te remercions. Merci.